parce que je pars toujours ça avec mon petit intermède publicitaire, si on veut. Bonjour à tous et à toutes. Ce matin, je suis très heureux de vous recevoir pour notre 21e rendez-vous mensuel. C'est un événement gratuit qu'on fait presque à tous les mois, le dernier vendredi du mois. Ce matin, notre sujet, c'est la mobilisation, l'OBNL comme écosystème de changement. Je suis très heureux des 3 panélistes qu'on a avec nous. Pour ceux qui ne nous connaissaient pas, parce que je sais qu'il y en a parmi vous que c'est votre première activité avec nous. Ce qu'on fait chez Espace OBNL, on rapproche, on inspire et on informe les gestionnaires d'OBNL à travers tous les milieux et à travers la province. Donc, on travaille principalement avec les directions générales et les gens qui sont dans les autres postes de gestion. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que c'est le Black Friday. Écoutez, on a embarqué dans le mouvement comme tout le monde. Il nous reste une journée de promotion pour 4 de nos activités. Là. Vous avez vu jusqu'à minuit ce soir, si ça vous intéresse de faire l'acquisition ou de venir participer à une de ces activités-là avec une réduction. Je vous invite à aller voir le catalogue. On vient de mettre en ligne, je pense que c'est mercredi, les rendez-vous de la saison prochaine. Donc, en février, donc le 22, 23, 24, 25 et 26e rendez-vous, on sait déjà les sujets qu'on va vouloir vous parler. En février, on va parler de municipalité. Donc, on va avoir des gestionnaires, on va virer ça de bord un peu. Au lieu d'avoir des gestionnaires d'OBNL, on va avoir des gestionnaires municipaux qui vont venir nous parler des relations avec les OBNL. En mars, on va parler de présidence de conseil d'administration. En avril, on va parler d'un sujet tabou, les aspects financiers. Donc, on va parler de profit, de revenus, de vente, de commercialisation. En mai, on va parler de vacances, parler un peu de l'écosystème des OBNL touristiques, mais aussi vous expliquer le rôle des OBNL dans l'offre touristique aussi. Et en juin, on va vous présenter les résultats de notre étude sur la rémunération d'OBNL qu'on va relancer en février. On a fait une en 2021, on va en faire une autre en 2023. Fait que je vous invite à participer grandement quand on va lancer le questionnaire. Au niveau du reste de notre offre, on a toujours notre offre de contenu. Chaque semaine, des nouveaux outils, des nouvelles capsules vidéo, nos communautés numériques qui continuent à vivre. Au niveau de nos formations, le volet formation privée est en augmentation beaucoup, donc pour des groupes. Et aussi, depuis cette semaine, nous avons lancé un nouveau produit qui est une formation préenregistrée, donc de 2 heures sur la gouvernance d'OBNL, parfait pour vos administrateurs de CA qui viennent d'arriver en poste. Là. Donc, c'est un produit qui est disponible maintenant que vous pouvez déjà télécharger. On n'a pas fait le lancement officiel, mais il est déjà disponible, on sait qu'il fonctionne. Notre offre de gabarit, donc nos templates sont toujours là. Processus d'évaluation du CA. Pour ceux qui ne sont pas au courant, on a développé un processus que vous pouvez utiliser et notre enquête qui revient après Noël. Notre plateforme d'affichage d'emploi, on a tantôt, vous allez sûrement recevoir le courriel, on a présentement 16 postes de DG d'affichés. S'il y en a qui pensent à vouloir changer de poste, là, ça va être le temps. Notre offre de coaching qui est disponible depuis un mois et demi, et nos événements numériques qui reviennent. Ce matin, la discussion qu'on va avoir, la discussion qu'on va avoir vient s'installer dans plusieurs de ces dynamiques de gestion-là. La mobilisation, oui, c'est un peu de gouvernance, c'est un peu de bénévole, c'est un peu de relations gouvernementales, c'est beaucoup de communication. Quand on va en parler ce matin, on va le regarder selon les différents aspects. Pour parler de la mobilisation, je suis très chanceux et très privilégié ce matin d'avoir 3 personnes, 3 invités. Je vais vous nommer leur nom, puis je vais les laisser se présenter par la suite. Je vais commencer par Isabelle Genet, qui est présidente directrice générale chez Centraide, Capitale Nationale, Beauce-Appalaches, Bas-Saint-Laurent. Je pense que j'ai oublié Charlevoix. J'ai pas mal tout le monde, Isabelle. Clément Turgeon, Thériault, directeur général et directeur artistique du Festif de Baie-Saint-Paul. Bonjour Clément. Et Nicolas Pelletier, qui est chargé de projet dans les ruelles vertes et la mobilisation citoyenne chez Nature Québec. Bonjour à vous 3. Écoutez, je vais vous laisser un petit 2-3 minutes pour vous présenter individuellement, question de placer la table. Isabelle, je vais commencer par toi, puis après ça, Nicolas, puis on va finir avec Clément. Donc, je vous fais ouvrir vos micros toutes les 3. Vous ouvrez vos micros. Vous n'êtes pas capable d'ouvrir vos micros? Bon.
Voilà, il y a quelqu'un qui l'a fait pour moi. Ça a fonctionné. Ouais, je Merci. je vais vous le faire. Je n'avais pas conscience. Parce que quand tu mutes tout le monde, après ça, on n'a plus le contrôle, c'est pour ça. C'est bon. Bon, alors j'y vais. Bonjour tout le monde. Oui, Ça me vas-y, fait très, très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Isabelle Genet. Je suis PDG de Centraide Québec Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent. Ça ramasse pas mal tout ce que tu nommais, Stéphane. On est le 6e plus grand Centraide United Way au Canada, le 2e au Québec après Centraide du Grand Montréal, où il y a mon ami Claude Pinard qui est en poste depuis peu. J'ai le privilège d'être la première femme en 77 ans d'existence de notre organisation à occuper ce poste-là. J'en suis très fière et je le dis pour toutes les femmes qui auraient pu l'être, puis pour des mauvaises raisons, il y a des décennies, n'ont peut-être pas été nommées. Donc, ça, je le dis avec grande fierté. Maintenant, qui je suis, en fait, très rapidement, je suis aussi la cofondatrice de la Grande Journée des petits entrepreneurs. C'est un autre OBNL que j'ai créé avec des associés. Je viens du milieu du financement. J'étais à la tête du camp d'incubateur technologique. Financement de start-up, coaching de start-up, ça aussi est un OBNL. Donc, je viens vraiment du milieu de l'entrepreneuriat. Donc, ce sont mes valeurs profondes et ancrées, chères à mon cœur, c'est-à-dire l'ambition, le goût de réussir, le goût de l'effort, mais aussi l'entraide et la diminution des inégalités sociales qui sont ma raison de me lever le matin. Alors, voilà. Isabelle, Nicolas. Salut tout le monde. Merci beaucoup de l'invitation, Stéphane, et à l'équipe d'Espace OBNL. Moi, mon nom, c'est Nicolas Pelletier. Je suis chargé de projet chez Nature Québec, qui est un OBNL en conservation et promotion, protection de l'environnement qui existe depuis 1981. Qui me précède largement d'une dizaine d'années. Et moi, je suis chargé de projet en verdissement et en mobilisation citoyenne. Donc, je travaille essentiellement, comme le disait Stéphane, sur les projets de verdissement des ruelles dans la ville de Québec. Également, verdissement de tout ce qui est cours d'école primaire pour rendre les bâtiments et les environnements urbains plus résilients devant la crise climatique, puis également la crise de la perte de la biodiversité. Je fais également du verdissement de milieux de vie et de soins pour personnes aînées, donc dans les HLM 55 ans et plus, ainsi que dans les CHSLD. Je travaille comme chargé de projet depuis 2 ans maintenant chez Nature Québec. Je viens d'un parcours en sociologie urbaine, donc ce qui explique mon engouement pour ce genre de projet là, de repenser l'espace urbain pour le rendre plus hospitalier, convivial, accessible, appropriable pour les personnes qui le vivent après ma barre. Donc, la plupart de mes projets se concentrent effectivement en milieu urbain ou périurbain, mais on fait également chez Nature Québec beaucoup de projets là, également en région, avec des communautés autochtones, etc., via nos différents programmes. Là. Moi, je suis issu du programme d'environnement urbain qui s'appelle Milieu de vie en santé. On a également un volet biodiversité, forêt, énergie et climat et, est-ce que j'en oublie un? Je pense que je les ai tous. Environnement urbain étant le 4e. Ah, tu as une bonne note de passage. Yes! Donc, voilà. À ton tour. Tu n'as pas de son. Ben, on va y arriver. C'est bon? On va y arriver. Vous m'entendez? Oui, très bien. Cool. Bonjour tout le monde. Donc, c'est ça, je suis fondateur et directeur général / artistique et tout autre tâche connexe du Festif. Le Festif, c'est un organisme culturel. On a le volet festival, donc le festival de musique Le Festif de Baie-Saint-Paul. Ça va être la 14e édition déjà. En 2023. Donc, moi, je suis un entrepreneur qui a appris un peu par hasard comment faire un festival. Donc, j'ai commencé ça à 21 ans. J'ai abandonné l'école pour partir à mon festival de musique à Baie-Saint-Paul. Et je viens plus du milieu, en fait, de travail social et tout ça. Donc, j'étais dans des maisons de jeunes, j'étais travailleur de rue. Puis je travaillais beaucoup avec les jeunes sur différents projets. Je m'occupais entre autres de la salle de musique. Donc, j'essayais de recruter des jeunes pour jouer de la musique, des choses comme ça. Donc, ça m'a amené tranquillement à faire de l'événementiel. Je dis par hasard parce que ça a vraiment été un coup de tête, puis je me suis lancé dans le vide. Pour ça, on a donc le festival. On a aussi un projet scolaire qui s'appelle le Festif à l'école. Donc, on va dans une 60aine d'écoles un peu partout au Québec, là, jusqu'à Basse et Haute-Côte-Nord, Saguenay, Gaspésie, Laurentides, un peu partout. Et on va avec des artistes faire des ateliers d'écriture, des conférences, des spectacles
pour apporter de la musique directement dans les milieux de vie des jeunes. On a plein de petits projets comme ça en parallèle. Puis dans le fond, ben, c'est ça, on est 6 personnes qui travaillent dans l'organisme à l'année. Puis on a beaucoup de... Un festival demande beaucoup de personnel, de gens pour travailler. Donc, la mobilisation, on l'a fait avec notre communauté pendant le festival, mais il faut la faire aussi pour mobiliser des gens autour pour pouvoir livrer ce festival-là. Donc, je vais en parler de toute façon plus tard. Oui, ben c'est un petit peu, tu commences à mettre la table avant même que je le fasse. Merci, Clément, tu as introduit certaines notions. Il y a un petit proverbe que j'ai entendu il y a de ça quelques années, puis je reste toujours accroché, c'est que seul on va vite, mais ensemble on va loin. J'espère que vous avez peut-être déjà entendu ça. Fait que, comme en OBNL, ben, il n'y a aucun projet qui arrive tout seul. La mobilisation autour de votre mission, c'est un peu le secret. Ça fait partie des raisons pour lesquelles on trouve ça important ce matin, l'activité. Sauf que mobiliser, c'est le fun d'en parler, mais ça se fait comment? Puis c'est un peu ce que j'ai demandé à nos 3 panélistes de venir partager un peu les recettes de leur succès, leurs enjeux aussi, pas nécessairement, tu sais, c'est pas tout qui va bien. On va en parler aussi. Donc, j'ai la chance d'avoir 3 personnes qui sont dans la mobilisation à temps plein en tant que tel. Clément, je vais recommencer avec toi. On va commencer doucement. Je veux que tu nous parles des imprévisibles. Puis je veux un petit peu que avant que tu expliques le comment, que tu nous dises en quoi ça consiste, les imprévisibles, qu'est-ce qu'il y a de spécial en arrière de ça? Oui, ben les imprévisibles, c'est une série de spectacles qu'on fait, là, dans le fond, des spectacles surprises. Donc, on les annonce, vous recevez un texto pendant le festival, exemple. Qualité Motel dans la cour à Claude à 19h, 19h30. Donc, c'est une série de spectacles impromptus comme ça. Puis la signature un peu, c'est qu'on fait ça chez les citoyens. Puis maintenant, même, on fait des spectacles officiels chez les citoyens. Donc, je donnais l'exemple de la cour à Claude, mais il y a la cour à Joanne, le balcon de Jacqueline. Donc, nous, ce qu'on se disait, c'est qu'on ne voulait pas seulement que la population subisse l'événement, donc mais prennent part à ça de façon très concrète. Donc, on a ces sites-là qui sont directement chez les citoyens. Puis on essaie vraiment pour impliquer au maximum la population. On veut même que ça soit l'exemple Joanne qui présente les artistes sur scène. Ça va être Joanne qui va faire sa tarte à la lime pour remettre à Louis-Jean Cormier dans les loges. Donc, on les implique vraiment pour que l'artiste, le public, les médias, tout ça, vivent vraiment une expérience unique avec cette citoyenne-là. Puis ça, nous autres, petit à petit, bien, ça crée une genre de armée du festif, là, excusez le terme, mais ça crée vraiment une communauté de supporters du festif qui sont là à la vie, à la mort. Ouais, je trouve, à un moment donné, je pense que tu avais quelqu'un quasiment dans le frigidaire à bière dans un dépanneur aussi. Oui, ben, c'est un peu ça. Tu sais, souvent, il y a beaucoup de festivals. Il y en a de plus en plus des festivals un peu justement dans cette formule-là, mais tu sais, il y a beaucoup de festivals. Des fois, c'est une grosse scène dans un endroit précis. Tu rentres, tu sors. Nous, on s'est dit le festival, c'est la communauté finalement. Fait qu'on fait profiter les citoyens, on fait profiter les commerces aussi, comme tu dis. Donc, on fait des spectacles directement chez les commerçants. Puis les gens qui se promènent de scène en scène vont s'arrêter, par exemple, dans un café. Prendre un café, tout ça. Donc, on le réfléchit vraiment pour que toute la communauté puisse en bénéficier. Puis après ça, ben, c'est facile de mobiliser quand justement on est capable d'offrir à cette communauté-là des moments comme ça. Là. Je vais aller complètement ailleurs, Isabelle, avec toi. Crise, pandémie, récession, tous des beaux termes qu'on entend souvent dans les médias. Là. Je pourrais quasiment rajouter pénurie de main-d'œuvre. Donc, c'est tous les thèmes à la mode qu'on entend. Ça a changé quoi chez Centraide? Parce que Centraide, c'est une organisation qu'on pense connaître, qui est là dans le décor depuis longtemps. Mais en termes de mobilisation, il y a bien des choses qui ont changé. Oui, ben, ça a creusé un immense fossé. Puis il y a des gens qui sont avec nous qui seraient capables probablement de l'expliquer encore mieux que moi parce qu'ils sont des organismes communautaires qui sont sur le terrain et qui s'occupent de ces populations vulnérables-là. Fait que des deux côtés. Du côté des besoins immenses qui se sont creusés parce qu'évidemment, après une pandémie, rajoute l'inflation, rajoute tout, les personnes qui sont les plus vulnérables. Moi, je les appelle ceux qui sont sur le bord de la table. Si la table elle se met à shaker, c'est les premiers qui tombent. Et donc, les besoins, c'est épouvantable. Les enjeux, par exemple, d'insécurité résidentielle, l'itinérance, là, quand on est dans des grands centres comme Québec ou comme Montréal, on pense tout le temps que c'est ce qui est visible qu'on voit. Hier, j'étais dans un organisme à Beauport. Pour ceux qui connaissent la région de Québec, c'est une super belle banlieue de Québec.
Puis il y a 4 personnes qui dorment dans le cabanon du voisin, là, présentement. Là, puis c'est des gens qui ont perdu leur logement le 1er juillet dernier. Là. On n'avait jamais vu ça avant. Puis de l'autre côté, l'impact de ça, c'est aussi sur les donateurs. Centraide, là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait, on est né après la Deuxième Guerre mondiale, nous autres. Hein? Il y a du monde qui revenait de la guerre ou qui ne revenait pas, ou qui, s'y revenait, il revenait poqué. Puis là, il y avait des familles entières qui n'avaient plus rien à mettre sur la table. Puis là, tous les organismes de charité puis communautaires, ils faisaient tout le tour des portes, puis ils se faisaient un souper spaghetti. Puis là, il y a une gang de monde qui ont dit, là, ça ne marche pas, ça. Là. On va faire une campagne, on va mettre l'argent en place où est-ce qu'il y a le plus de besoins, puis c'est le plus efficace, puis c'est le mieux géré. Puis 77 ans plus tard, on le fait encore. Moi, je trouve qu'on est 77 ans, tu as dit? Oui, 77 ans. Okay. Bon, moi, je trouve qu'on est un peu après une guerre présentement. On est encore dans une situation d'après-guerre. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est comme ça qu'on se soude on se soude ensemble, on se tient ensemble. Par contre, les donateurs, là, ils font tous les pleins d'essence à 100$, eux autres aussi. Là. Hein? Puis la laitue, puis la livre de beurre à 8$, là, ça ne fonctionne pas, ça non plus. Là. Donc là, il faut faire attention. On est toujours beaucoup dans la délicatesse, dans l'approche très respectueuse quand on sollicite des dons. Mais là, on a rajouté une couche, là, solidement, là, je vous dirais, là, cette année. Là. Puis en même temps, ben, il faut le dire que les besoins sont immenses. Puis il faut le dire que les 215 organismes communautaires qu'on soutient, là, ils n'en peuvent plus avec la pénurie de main-d'œuvre, puis avec la. Fait qu'à un moment donné, nous, on ne peut pas parler à leur place. On ne parle jamais à la place des organismes communautaires. On parle à leur côté. C'est eux qui connaissent le terrain. Mais c'est notre rôle de le faire, ça. Et là, présentement, on est comme dans une espèce de Y, là, tu sais. Il va se passer... Moi, je sens que nos communautés d'affaires et nos donateurs, ils suivent le chemin. Quand je me compare à d'autres United Way au Canada, c'est pas comme ça partout. Puis ça me fait plaisir de le répéter, même quand on raconte des histoires un peu sombres. Présentement, c'est difficile. Tu sais, je vous ai raconté l'histoire des 4 personnes qui dorment dans un cabanon, mais le côté lumineux de ça, c'est que l'organisme qu'on soutient qui est à côté, savez-vous quoi, tous les matins, là, ils les laissent rentrer puis se faire à déjeuner, puis ils ne disent rien quand ils passent 1h30 dans la salle de bain parce qu'ils essaient de se laver. Puis même s'ils sont intoxiqués, ils les laissent rentrer quand même. Puis c'est comme ça, parce que c'est comme ça qu'on se tient ensemble, c'est comme ça qu'on va sortir les gens de la pauvreté. Donc, il faut être dans un équilibre, il faut passer les bons messages dans le respect, mais il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Fait que là, on sort de la guerre ensemble, toute la gang, là. On va être capable, mais ce n'est pas fini. Puis les premiers qui sont aux premières loges de ça, les organismes communautaires, ça ne se fait pas tout seul. Un dirigeant d'organisme communautaire, puis je le sais que vous êtes là, puis je vous admire et je me lève le matin pour vous, là, vraiment, là, c'est ça qu'on fait chez Centraide, là. Ils ont les mêmes enjeux, puis je n'ai pas besoin de vous vendre ça à vous autres, les mêmes enjeux qu'une entreprise privée. L'approvisionnement, les RH, puis eux autres aussi, ils ont une pénurie de main-d'œuvre. Puis ils ne sont pas capables de payer plus que tant de l'heure pour un intervenant de nuit. Puis ça, ben, je m'excuse, mais tu ne ramasses pas un étudiant qui sort d'un autre programme ou qui n'est pas qualifié pour être intervenant de nuit, là, dans un enjeu, dans des enjeux où est-ce que les gens qui arrivent, ils ont besoin de quelqu'un de qualifié. Donc, c'est tout ça qui se passe présentement. Puis la plus grande crise, selon moi, qu'on vit présentement, c'est ce creux-là, là, ça continue à se creuser les inégalités sociales. Donc, les gens les plus fortunés, ils le sont encore plus, mais les gens qui sont au bas de l'échelle le sont encore plus. Puis ça, si on ne s'en occupe pas collectivement, on s'en va comme ce qui se passe au sud de la frontière, dans des endroits où est-ce qu'il va y avoir plus évidemment, là, de criminalité, etc. Mais même quand on va dans des endroits comme au Brésil, quand on va dans des endroits comme certains pays en Europe, et on est meilleur que ça. On est capable de ne pas faire ça. Puis on est capable de l'éviter. Moi, un gated community, quand quelqu'un me dit ça, là, hey, moi j'ai une maison d'été en Floride dans un gated community, là, je trouve ça triste en tabarouette. Vraiment. Moi, je ne veux pas qu'on en arrive à ça, d'avoir des gated community ici, où on soit tous ensemble. Mais on ne s'en va pas vers ça, là. Mais il faut s'en occuper. Tu ouvres un peu la porte pour Nicolas, parce que tu parles de communauté, de gated, de jardin. On va aller un petit peu plus loin, Nicolas, dans ton cas. Réchauffement climatique, sensibilisation environnementale. Ça aussi, c'est dans les médias tous les jours. Ces temps-ci, je ne sais plus, on est rendu à COP, je ne sais plus combien, là. J'ai perdu le compte, là. C'est-tu négatif ou positif dans vos projets, ça, chez Nature Québec? Bien, j'en profite pour 2 choses. La COP, ça dépend si on est sur la COP climat ou sur la COP biodiversité. La COP climat, on est sur la COP 27, puis la COP biodiversité, on est sur la COP 15 qui va se tenir à Montréal incessamment. J'en profite aussi pour faire un peu un lien avec ce qu'Isabelle disait, là, le fossé, les inégalités sociales et la situation de défavorisation sociale et matérielle
la vulnérabilité aux îlots de chaleur urbains, par exemple. Tout ça, c'est effectivement des facteurs qui viennent un peu aggraver la façon dont les crises multiples qui traversent notre époque sont vécues par les personnes. Donc, il y a fort à parier qu'une personne dans une gated community ne vit pas, par exemple, les enjeux de la crise climatique de la même façon qu'une personne qui est dans un quartier central, défavorisé, extrêmement minéralisé, etc. C'est sûr que pour Nature Québec, on ne peut jamais dire « Ah, ben la crise, la perte de la biodiversité et la crise climatique ont des répercussions positives », mais on est obligé d'admettre que la sensibilité pour ces crises-là est en augmentation, puis c'est quand même aussi un peu un moteur d'engagement. Donc, le fait de ressentir cette urgence-là peut peut-être accélérer ou accentuer la façon dont les gens ont de s'engager pour lutter contre ces crises-là, par exemple de s'engager dans un projet de déminéralisation puis de verdissement en milieu urbain ou même pas nécessairement urbain, ou la nécessité de s'engager, par exemple, plus activement politiquement. Par exemple, nous, on a chez Nature Québec, évidemment, la portion pour laquelle je travaille en environnement urbain, le verdissement, la plantation d'arbres, de végétaux, d'herbacées, etc., c'est un peu perçu comme étant moins politique, par exemple, que la lutte contre les changements climatiques ou pour la protection du caribou forestier ou pour etc. Ça, c'est perçu comme ayant justement une dimension militante que ma portion du travail n'a pas et donc qui, moi, nécessairement facilite un peu ma vie en tant que chargé de projet en mobilisation. Donc, par exemple, lorsqu'on fait un projet de verdissement de cours d'école, on est capable de faire valoir des aspects du style gestion des eaux de ruissellement ou gestion des eaux pluviales. On est capable de ramener ça à l'immeuble, au bien immeuble, etc. Puis ça facilite un peu, ça nous ouvre la porte à faire des projets qui ont des impacts perceptibles au niveau justement de la résilience de nos villes devant les changements climatiques. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Là. Lorsque, par exemple, on milite activement pour que le gouvernement du Québec implante des réglementations, par exemple, pour la protection du caribou forestier de la Gaspésie, donc il reste moins de 40 individus, ou pour la protection du caribou de Charlevoix, qui, je pense, au dernier compte, qui était à 16 individus, etc. Puis que là, on fait valoir, par exemple, de les mettre en captivité, tandis que nous, on dit, mais il faut activement mettre des freins aux coupes forestières puis à la dégradation des milieux de ces espèces-là. C'est vu comme étant plus politique, mais ceci dit, il y a un attachement quand même profond pour les gens dans ces milieux-là, justement, pour ces réalités-là. Ça, c'était un petit peu le fondement de notre action de mobilisation, c'est qu'on mise beaucoup sur le sentiment d'appartenance, sur le community building, etc. Donc, lorsqu'on fait une ruelle verte, bien, on mise sur le sentiment d'appartenance, par exemple, au quartier Limoilou, que j'expose fièrement sur mon chandail aujourd'hui, dont je suis originaire. Lorsqu'on fait, par exemple, justement, la protection du caribou forestier en Gaspésie, on est capable d'avoir le soutien d'organismes environnementaux, des communautés en Gaspésie, etc. Donc, la situation de crise dans laquelle on se trouve nous force un peu plus à agir, puis ça rend l'inertie un peu plus difficile. Donc, peut-être que par dommage collatéral, on finit par s'engager davantage dans une période de crise. Puis ça revient un peu à ce qu'Isabelle disait, là, devant cette situation qu'elle qualifiait d'après-guerre, peut-être que même si on a moins de moyens, on ressent plus l'urgence de s'investir aussi. Merci à vous trois. Je veux aborder un autre sujet. Vous avez indirectement parlé de mobilisation individuelle. J'aimerais ça qu'on parle de mobilisation corporative ou institutionnelle. On va aller même un petit peu plus loin. Là. Comment on fait ou c'est quoi les secrets pour, je vais le mettre en guillemets, embarquer des gens qui sont à la tête d'organisations, soit des gestionnaires, soit des propriétaires de PME, soit même des directions de d'autres OBNL. Puis Clément, j'aimerais ça commencer avec toi. Je sais qu'on a parlé tu as parlé brièvement des volets scolaires, mais j'aimerais ça que tu parles aussi du volet des écoles qui vous donnent un coup de main au-delà de juste les écoles où vous êtes présents avec votre programmation. Oui, ben, je peux peut-être répondre à deux choses. Tu parlais entre autres de mobilisation corporative. Mettons, volet festival, nous, évidemment, les événements culturels sont beaucoup financés par le milieu privé, donc les commandites privées, d'abord et avant tout. Puis, moi, en 14 ans, j'ai vraiment vu une différence un peu dans la pensée de ces commanditaires-là. À l'époque, il fallait que tu aies le plus de monde possible sur les sites, le plus d'articles dans les journaux, la plus grosse scène possible. Puis
tranquillement, les commanditaires privés se sont mis à valoriser davantage les événements qui sont éco-responsables. C'est devenu, avant l'éco-responsabilité, dans les premières demandes que je faisais, on n'en parlait pas, il n'y avait pas de questions sur ça. Maintenant, les critères d'analyse sont beaucoup, beaucoup axés sur l'éco-responsabilité. Donc, les événements doivent avoir une... Justement, on parlait de développement durable, mais c'est devenu comme la priorité numéro 1. Puis de plus en plus, les commanditaires regardent l'expérience qu'on fait vivre à nos participants, l'intégration du festival dans sa communauté. Donc, on parle de mobilisation, mais des grandes entreprises, autant comme je nomme Bell, la SAQ, des choses comme ça, regardent de plus en plus l'importance qu'on donne à la communauté. Est-ce qu'on s'approvisionne avec des producteurs locaux? Est-ce qu'on fait des partenariats avec des organismes communautaires? Donc, ça, c'est une bonne nouvelle de voir que ça en est rendu là. Nous, on en a souvent arraché au début parce que justement, c'était notre priorité, puis ce n'était pas celle des grands dirigeants. Puis là, tranquillement, la route, ça devient un peu l'inverse. Donc, ça, je pense que c'est une bonne nouvelle là, au niveau, moi, c'est le domaine que je connais, l'événementiel, là, mais je suis certain que pour d'autres organismes aussi, l'accent est de plus en plus mis là-dessus. Au niveau des écoles, en fait, nous, la façon que ça fonctionne, ce qu'on essaie de faire, c'est d'aller beaucoup dans des écoles qui n'ont pas nécessairement toujours des programmes qui permettent justement d'avoir des activités culturelles. Donc, on fait en sorte de réussir à financer notre projet scolaire sans trop demander aux écoles. Donc, on est capable après ça d'aller dans des écoles, des fois dans des régions plus éloignées, qui n'ont jamais accueilli d'artistes ou qui n'ont pas accès à des programmes comme Culture à l'école ou des choses comme ça, ou qui n'ont simplement pas le personnel pour gérer des activités culturelles. Donc, nous, quand on arrive et qu'on propose les activités à l'école, c'est assez clé en main. Donc, la collaboration avec l'école, c'est vraiment de demander que l'école nous accueille, nous donne un peu les ressources matérielles qu'on a besoin, mais nous, c'est vraiment notre philosophie, là, c'est d'arriver et d'offrir pratiquement gratuitement les conférences, spectacles, ateliers. Puis ça nous permet vraiment de voir à quel point les jeunes ont besoin de culture, puis on prend pour acquis, la plupart de nous, moi, je suis à 1 heure de Québec, donc je vais voir un spectacle, j'y vais. Mais il y a beaucoup de jeunes, là, on va sur la base Côte-Nord, sur la Côte-Nord, qui ont pratiquement jamais vu de spectacle. Donc, c'est un peu ça notre motivation, finalement, c'est d'apporter de la culture directement aux jeunes. Puis ça, des fois, c'est une bougie d'allumage. Il y a certaines écoles qui, maintenant, à chaque année, accueillent des artistes qu'ils ne faisaient pas avant. Voilà, je réponds à moitié à ta question, je pense. Non, c'est une bonne réponse. Écoute, même que tu as piqué la curiosité de Marie-Pierre qui demande comment on fait pour que le festif vienne dans une école à Saint-Félicien. Je pense que tu vois, tu crées des besoins. Oui, exact. Tu vas créer des partenariats plus loin que juste Charlevoix. Là. C'est certain. Nous autres, l'intérêt, c'est un appel d'inscription, puis on a toujours à peu près 300 inscriptions, puis on en fait 60. Donc, ça montre à quel point les écoles veulent avoir de la culture dans leur établissement. Isabelle, le milieu corporatif et le milieu institutionnel, c'est une grosse partie pour vous autres. Là. Oui. J'aimerais ça t'entendre là-dessus aussi, là, sur cette mobilisation. C'est sûr que la responsabilité sociale, pour faire écho à ce que Clément vient de dire, la responsabilité sociale dans le milieu corporatif est rendue maintenant une partie intégrante. Là, je vais reprendre mon image de tantôt, là, mon pie chart, là, ma petite tarte avec mes pointes, là, puis que l'entreprise elle a ses RH, elle a ses approvisionnements, ses finances, etc., sa R&D. La responsabilité maintenant sociale est rendue, elle fait partie de ça. Maintenant, donc, les entreprises connaissent les enjeux qui sont liés à ne pas avoir une bonne responsabilité sociale. C'est-à-dire que tu as moins de rétention de ton personnel, tu as moins bonne visibilité auprès de tes clients, tu es un moins bon citoyen corporatif, etc., etc. Donc, souvent, c'est la première porte qui est prise. Quand nous autres, on arrive, on dit « Hey, on aimerait ça vous sensibiliser à ce qui se passe dans votre communauté ici, puis au travail extraordinaire que les organismes communautaires font, puis pourquoi on a besoin de vous autres. » Mais eux, ils rendent ça dans la pointe de tarte. Puis c'est correct. Quand on arrive avec une super cause, là, des fois, on a l'impression que nous autres, on est convaincus en tabarouette. Là. Moi, j'ai envie de leur dire que ça n'a pas de bon sens si vous avez une maison en Floride dans des gated communities. Ce n'est pas une bonne idée de dire ça d'emblée avec le PDG ou la PDG d'une entreprise, puis c'est correct. Je vais l'amener là si cette personne-là n'est pas rendue là. Je prends pour acquis qu'elle n'est pas rendue là, mais des fois, il y en a qui sont très, très investis et qui comprennent c'est quoi les enjeux aussi de devenir un citoyen corporatif très responsable socialement. Maintenant, il faut
La seule façon qu'on réussit à embarquer, puis moi, puis la même chose, c'est la même chose que j'ai faite dans le temps de la grande journée des petits entrepreneurs. J'arrivais en disant, voici mes valeurs profondes, voici pourquoi je fais ça, dans toute ma vulnérabilité. Là, ça, je ne suis pas encore très bonne pour le faire, puis c'est la première fois que j'organise quelque chose qui est à la grandeur du Québec, puis je ne suis pas sûre si tout ça va marcher, mais ça te tente-tu d'embarquer avec moi la première année, puis qu'on fasse des tests ensemble, j'aurais besoin de toi. Puis, il faut y aller étape par étape par étape. Et la seule façon que ça fonctionne, c'est sincère, c'est authentique. Mais si on est dans le militantisme dès le début, on coupe tout. Ça ne fonctionne pas. Ça, c'est intéressant. Il faut y aller étape par étape parce qu'il faut se mettre dans les souliers de l'autre tout le temps. Moi, je dis toujours à mon équipe, il faut avoir la conversation de l'autre. On a toute notre propre conversation, il faut avoir celle-là de l'autre. Parce que si on ne fait pas ça, on n'arrivera pas à l'objectif qu'on s'est donné. Puis, c'est difficile quand on est convaincu profondément de quelque chose puis qu'on sait qu'on a raison de l'être convaincu, de ne pas tout de suite sauter à ça. Nous autres, on est rendu à l'étape 14, mais la personne à qui tu parles est peut-être rendue juste à l'étape 2. Puis c'est correct. Fais l'étape 2 avec, puis amène-la, puis à un moment donné, vous allez vous rentrer à 18 ensemble. Fait qu'il faut vraiment prendre le temps de le faire comme ça. Puis après ça, la meilleure façon, c'est un coup que tu en as 2, 3, c'est plus toi qui parles, c'est eux. Moi, quand Yvon Charret parle là, de Centraide, ou quand Denis Ricard de Industriel Alliance parle, ou quand Guy Cormier parle, jeudi prochain, je m'assois avec Guy Cormier, on fait un événement, là, puis on va parler de responsabilité sociale ensemble. Là. Je mets ça sur le gros, moi, puis j'attends là, en arrière, je n'ai pas besoin de dire grand-chose. Là. Mais c'est parce qu'ils sont convaincus, puis c'est ces gens-là qui parlent à leur père. Fait que ça aussi, ça prend ces leviers-là. Il faut que des pères se parlent entre eux. C'est intéressant. Nicolas, toi, tu as une autre échelle. Guy Cormier, peut-être qu'il va venir planter un arbre, mais dans une cour d'école, on le voit moins, là, j'imagine. Je lui souhaite. Je le souhaite. Je suis désolé, il y a beaucoup de mouvements chez nous. J'ai 2 chatons, puis ils sont vraiment en plein délire. Là. Fait que si jamais ça arrive, excusez-moi d'avance. Mais sinon, moi, je suis un petit peu à cheval entre ce qu'Isabelle nous a mentionné et ce que Clément nous disait. Nous, l'avantage, par exemple, dans mes projets, c'est que nous, on bâtit des projets pour lesquels on recherche des financements, puis après ça, on lance des appels de candidature. Donc, on est nécessairement approché par des gens pour lesquels la nécessité de convaincre, de persuader est peut-être un petit peu moins pressante. Par exemple, lorsqu'on a lancé l'appel de projet pour GINCO, qui est le projet avec les OMH pour personnes aînées, les CHSLD, on a reçu quand même un lot de candidatures assez important de personnes qui sont déjà dans leur organisation, dans leur organisme ou dans leur institution, des fers de lance en la matière, des personnes inventives qui ont le goût justement de s'investir, du changement, etc. Par exemple, le CHSLD de Loretteville nous a approché avec un dossier extraordinaire, le gestionnaire qui est là, super dynamique, il veut bâtir un gros projet pour les résidents avant de quitter et d'aller à la retraite. C'est un CHSLD qui est exemplaire, qui a reçu la visite de la ministre. Bref, c'est un peu l'image du CHSLD idéal. Puis c'est cette image-là qu'on essaie aussi de redorer de ces institutions-là dans une période où on est à penser des nouvelles institutions comme les maisons des aînés, puis qu'on dit un peu par la bande que dans le fond, les CHSLD, on ne sait pas si c'était si bien que ça, mais il y a quelque chose d'extraordinaire qui se fait aussi dans ces institutions-là. Puis nous, effectivement, comme on procède par appel de candidature, c'est l'institution qui nous approche. Dans le cas des ruelles vertes, c'est les groupes de voisins qui nous approchent. Donc, puis la mobilisation de partenaires institutionnels, il y a des... C'est sûr qu'au niveau de la philanthropie, je veux dire, c'est 2 postes à temps plein chez nous là, pour aller mobiliser des partenaires institutionnels, financiers, des fondations privées, etc. Ceci dit, il y a une prolifération quand même des fondations privées ou des programmes à l'intérieur, par exemple, d'institutions financières qui s'intéressent aux enjeux de résilience à la crise climatique, au verdissement, au reboisement, etc. On est dans une conjoncture quand même favorable pour un organisme comme Nature Québec, mais c'est sûr que, comme tout au BNL, c'est une lutte constante pour sa survie. L'argent, c'est quand même la capacité de financer nos projets, c'est un peu le nerf de la guerre. Puis nous, dans notre cas, la capacité de financer nos projets dans le programme Milieu de vie en santé, c'est d'assurer des livrables, donc de mobiliser des milieux, donc de réaliser des projets de plantation, etc. Puis, comme le disait Isabelle, il y a quelque chose comme un peu de persuasion d'aller justement faire adhérer la personne à quelque chose sans nécessairement la nommer dans notre langage militant avec lequel on est habitué de composer. Mais il y a aussi quelque chose comme la rétention de l'intérêt aussi devant la prolifération des possibilités de s'engager pour les entreprises. Nous, vraiment, l'avantage, c'est que, par exemple, on va toucher un gros financement de l'Institut national de la santé publique. On va toucher un gros financement, par exemple, de Desjardins. On va pouvoir bâtir un projet assez fédérateur, puis on va pouvoir faire en sorte que les personnes, justement, viennent vers nous pour la réalisation de leur projet. Ça, je dirais que c'est un petit peu
pour reprendre ton intention, Stéphane, c'est un petit peu un des ingrédients importants, c'est d'amener les personnes à nous approcher. Là, après ça, là, l'existence d'une mobilisation en amont, là, ça fait pogner la mayonnaise en tabarouette. Là, il y a ça, mais parce que il y a quelque chose que tu dis en petit caractère fin aussi. Il y a une question que les individus avec lesquels vous travaillez sont des individus qui ont déjà un leadership dans chacun de leurs métiers. Oui. Tu t'attaques pas nécessairement ou tu n'essaies pas de convaincre celui qui va avoir les bras croisés et qui a déjà une ouverture, qui manque d'ouverture. Je pense qu'il y a un élément super important là-dedans, c'est que des fois, on veut mobiliser des gens, mais on va perdre tellement de temps envers les mauvaises personnes qui vont être difficiles à convertir au début, quand on peut mieux se préparer, mieux choisir ses premiers partenaires, puis s'assurer qu'après ça, j'ai beaucoup aimé l'idée d'Isabelle de l'effet boule de neige là, qui est causé parce que c'est la même chose. Là, tu sais, Clément, tu parlais de commandite. Là, moi, je viens du milieu de la commandite là, puis de l'événementiel. Je sais très bien que quand tu choisis, quand tu vas atteindre ton premier gros partenaire, après ça, ben, les plus petits vont souvent s'identifier aux plus gros aussi. Fait qu'il y a comme dans la mobilisation un travail de préparation, de choisir qui on va convertir. Puis après ça, il va y avoir un effet boule de neige dans cette conversion-là, de ce que j'entends, de ce que vous me dites. Je suis curieux aussi, en région, parce que vous êtes toutes les trois dans des projets qui ne sont pas juste à Montréal et à Québec, là, on s'entend. Il y a des déserts médiatiques qui se sont installés. Là. Tu sais, les hebdos ont pris beaucoup, ils en ont pris pour leur rhume. Les télévisions communautaires, les radios communautaires, même les médias, les trois médias communautaires ont de la misère à percer. Comment, dans ces déserts médiatiques-là, là, dans ces territoires qui sont grands, là, les gens sont éloignés, on joue comment là-dedans pour mobiliser quand les outils de communication ils sont plus difficiles? Isabelle, je vais commencer avec toi. Deux choses. On passe par nos partenaires sur le terrain, nous autres. Si on va jusqu'à Matane, hein, sur notre territoire, là, donc les organismes qui desservent les populations qui sont hors de l'axe de la 20, là, sur la rive sud ou loin du fleuve, c'est-à-dire les populations vulnérables qui sont vraiment dans les milieux ruraux, c'est une des seules façons d'atteindre ces gens-là. Pour atteindre nos partenaires philanthropiques, c'est-à-dire les entreprises et tout, c'est le numérique. On a switché quasiment tout au numérique. Ça vient avec des coûts, puis Centraide, ben, c'est les frais d'administration les plus bas possibles. Fait que ça veut dire aussi, pour revenir à ta question précédente, il faut que j'aille me chercher des partenaires pour m'aider dans ça aussi. Fait que moi, quand même que je veux avoir toutes les plateformes numériques, puis utiliser tous les outils du monde et faire du bon placement et tout, je n'ai pas les moyens de faire la même chose que Desjardins, c'est sûr. Là. Puis même si on est une fédération, les Centraides et les United Way, sachez qu'on est chacun autonome. On a notre propre conseil d'administration. L'argent qui est levé, Québec-Chaudière-Appalaches est investi ici. Dans le Bas-Saint-Laurent, il est levé là-bas, il est investi là. Donc, on a des frais d'administration minimes partout. Donc, c'est les deux façons de faire. Passer par nos partenaires, tous les organismes communautaires, puis ensuite faire un virage le plus numérique possible. Donc, toutes les plateformes, on les utilise, puis il faut générer du vrai contenu. Donc, des fois, moi, ça me sort un petit peu de ma zone de confort. Là, pour ceux avec qui je suis liée sur LinkedIn, vous avez peut-être vu des capsules La Minute d'Isabelle que mon équipe a décidé de faire. Là, c'est bien le fun, là, mais moi, c'est pas quelque chose que je suis habituée de faire. Là. Je me dis, le monde, ils veulent pas. Je te trouve pas mal bonne un matin. Je vous dirais que c'est parce que j'ai des bons coachs. J'ai une belle équipe en arrière de moi, mais ça, c'est des choses qu'on ne faisait pas avant. Jamais, jamais, jamais. Et là, on est rendu qu'on bascule presque tout dans ça. Puis même dans la diffusion de nos messages publicitaires, là, ce que vous pouvez voir de temps en temps à la télé, là, on a quelques partenariats avec des gratuités, avec des grands réseaux. Mais c'est devenu compliqué. Là. Je veux dire, moi, mon message qui parle de Centraide Bas-Saint-Laurent, si je le diffuse à TVA Rimouski, ben, à cause des antennes, ça va être diffusé sur la Côte-Nord aussi, puis ça ne marche pas parce qu'on parle du Bas-Saint-Laurent. Fait que, oui, les déserts médiatiques, mais tous ces enjeux-là, où est-ce que. Fait que c'est plus les médias qui sont les premiers auxquels on va se tourner. Puis même dans les médias écrits, ce qu'il faut faire, c'est passer nos messages avec des lettres ouvertes. On a vraiment basculé complètement. C'est des prises de position. Si vous regardez dans la presse dernièrement, Claude Pinard de Centraide Montréal, il est sur la crise du logement, il ne fait que du contenu tout le temps. Donc, on ne s'achète pas des pages de publicité, ça ne donne rien. Là. Excellent. Clément? Ben, tu sais, nous autres, on est dans l'événementiel, les retombées médiatiques et tout ça, c'est quand même un peu plus simple. Par contre, nous, ce qu'on regardait, c'est comment
offrir ce qu'on fait, là, des spectacles de musique à des clientèles qui ne peuvent pas nécessairement venir au festival. Les personnes âgées, des personnes à mobilité réduite, des personnes à faible revenu. Donc, on fait entre autres des partenariats avec les organismes communautaires. Donc, on a à peu près 500 billets sur tout ce qu'on vend, qu'on offre à des organismes gratuitement. Donc, on demande aux organismes après ça d'aller vers leur clientèle et leur dire on a 25 billets pour le spectacle de Louis-Jean Cormier, c'est gratuit, le festival vous invite. Donc, il y a déjà cet incitatif-là pour permettre aux personnes qui n'ont pas les moyens d'assister à des spectacles de venir au spectacle. Ce qu'on a fait durant la pandémie et qui est resté, ça s'appelle les tournées de porte. Donc, nous, on s'est dit, c'est un peu comme le principe des écoles. Donc, les gens qui ne peuvent pas venir nous voir, on va aller les voir, nous autres. Donc, on s'est fait une scène chauffée, mobile, autonome en électricité, chauffage, puis on partait avec cette scène-là. Puis chaque fin de semaine, on faisait 20 spectacles directement chez les gens. Donc, on arrivait, on reculait la scène dans la cour arrière. Puis là, c'était exemple Marjo, Louis-Jean Cormier, Vincent Vallière, qui offraient des spectacles dans la cour de ces personnes-là. Donc, c'était souvent des personnes qui ne sont jamais venues au festif parce que c'est des personnes à mobilité réduite, des gens qui n'aiment pas la foule et tout ça. Donc, moi, j'ai toujours eu cette mentalité-là. Là, si les gens ont besoin de venir, on va chez les gens. Il faut quand même être clair aussi, dans ces initiatives-là, il y a un côté sexy pour les journalistes, tu as une histoire à raconter aussi. Fait que tu as reçu, puis il y a un enseignement intéressant là-dedans, c'est qu'à travers la créativité de certains éléments de programmation qui sont là avec un but noble, bien, il y a un élément de storytelling qui a été repris dans les médias puis qui a donné de la couverture aussi. Là. Bien évidemment, tu sais, puis on y pense pas, tu sais, moi, je me suis pas dit, on va... Non, mais c'est ça que je dis, c'est ouais, malgré le fait, il y avait un but noble, mais il y a un effet secondaire qui vient améliorer beaucoup l'effet de mobilisation, puis le fait de dire ah, moi, je trouve ça le fun, je vais appuyer plus ou je vais. Tu sais, il y a un effet de contamination dans la créativité de certaines activités. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, ça nous donne encore plus le goût de mobiliser les gens, tout ça, parce que là, on va, tu sais, d'habitude, dans un festival, exemple, on a une scène, je ne sais pas, il y a 1000 personnes qui viennent, ben, tu ne sais pas c'est qui les 1000, mais là, moi, je m'en vais chez Ginette ou chez Raymond, tu sais, puis lui, il a préparé sa cour, il a fait son petit feu, puis là, on prend le temps de parler à ce monde-là. Fait que, tu sais, on en a fait 500, là, des petits spectacles comme ça. On a passé 2 ans à ne faire que ça. Fait que, tu sais, ces 500 personnes-là qui invitaient 10 personnes, ben, tu sais, j'ai connu 2000 personnes personnellement. Fait que quand on parle de mobilisation après, ben, ça, c'est un exemple d'initiative qui est sincère et qui nous permet après ça de mobiliser plus facilement du monde. Puis avant d'aller à Nicolas, je vais aller, je suis curieux, tu as ouvert quelque chose. Vous avez, à une certaine époque, gagné beaucoup de prix avec le festif, dans le milieu du festival, dans le milieu touristique, dans différents milieux. Est-ce que ça a eu un effet de levier sur les partenariats et sur la mobilisation de gagner ces prix-là? Donc, participer à des concours, c'est-tu quelque chose que tu fais, c'est le fun pour la gang, ou c'est quelque chose qui a vraiment un effet de levier? Ça a un effet de levier, c'est sûr. Là, puis en événementiel, ce qui est cruel, c'est que les premières années, c'est un peu tu te débrouilles toi-même. Tu n'as pas de financement. Moi, j'ai pris mes prêts et bourses à l'université. On a été créatifs, puis les partenaires attendent tous que le premier partenaire se commette. Fait qu'un coup que tu as le premier partenaire, tu le disais, un coup que tu as Desjardins qui embarque, ben là, Hydro-Québec va dire OK, ben on embarque. Puis là, un coup que tu gagnes des prix aussi. Fait que c'est comme une roue qui tourne. C'est le premier qui est difficile à aller chercher. Mais après, parce que je regardais psychologique. Là. Comment? Marie-Pierre qui vient du réseau des chambres de commerce. De plus en plus, dans les chambres de commerce, il y a des catégories données aux leaders dans les OBNL qui sont. Puis je trouve que personnellement, il n'y a pas assez de bons gestionnaires qui se pointent, peut-être parce qu'ils ont un syndrome de l'imposteur, mais je sais à quel point être reconnu dans ton milieu va faire de toi quelqu'un qui va avoir de la facilité à mobiliser par après. Je trouvais intéressant de me servir de ton exemple, Clément, parce que je sais que vous avez, il y a certaines années, pour avoir assisté à des remises de prix, vous avez gagné. C'était 3 années de suite, là, événement attraction, là, vous ramassiez des prix. Puis je sais que ça a un effet. Puis je voudrais surtout vous encourager, ceux qui sont en salle, de postuler dans ces concours-là, même si vous dites pourquoi moi, je suis en tête d'un organisme communautaire, mais ça va avoir un effet énorme. Puis je vais revenir tantôt, on va revenir sur les. Vas-y, excuse-moi, mais tu sais, ça, là,
les OBNL, les organismes communautaires, on est des partenaires de développement économique. Puis ça va finir par rentrer dans la traîne des chambres de commerce, puis des gouvernements, mais tabarouette, il faut tellement pousser fort sur ce message-là. Là. C'est quelque chose qui commence à être intégré comme message. Effectivement, tout à fait. Puis je te dirais que ça commence par une réalisation des organisations et de leur gouvernance sur leurs impacts autour d'eux aussi, dans chacun de leurs milieux, dans chacune de leurs communautés aussi. Une thématique qu'on va parler l'année prochaine, qu'on n'a pas abordée encore, c'est la performance aussi, puis l'évaluation des retombées. Puis là, je ne parle pas juste des retombées sociales. C'est des sujets qui sont très sensibles dans le milieu aussi. Là. J'imagine, Isabelle, que tu as lu peut-être ou tu es au courant du discours de Sam Watts de la mission Bon Accueil sur la performance dans le milieu communautaire. C'est basé sur un autre qui était Dan Pallotta, qui vient de la Californie, qui expliquait un peu le même principe. Il y a une quinzaine d'années déjà, puis c'est ça. Nicolas, je vais aller à toi sur on va reparler du désert médiatique, mais je sais bien que c'est peut-être moins... dans la façon dont tu as structuré tes projets, c'est peut-être quelque chose que tu vis moins, là, mais au niveau de vos appels de projet, comment ça se passe? Je te dirais de plusieurs choses l'une. En fait, le désert, nous, chez Nature Québec, j'aurais tendance à vous dire que d'entrée de jeu, peut-être que plusieurs d'entre vous connaissez Équiterre, vous connaissez peut-être Greenpeace, etc. Mais Nature Québec, c'est un nom qui est un peu moins connu, puis pourtant, ce n'est pas parce qu'on est moins actif nécessairement. Mais le désert, nos projets sont quand même relativement peu couverts quand même. Je dirais, puis une des retombées, je ne sais pas si c'est causé par ça ou si c'est... Je ne sais pas dans quel rapport ça se situe là, au niveau de la corrélation, mais tantôt, je disais, on passe beaucoup par des porteurs de projets motivés, qui ont des idées, qui ont des goûts. Pour nous, c'est la porte d'entrée. Puis je voulais... C'est pas du tout contradictoire de dire, nous, on rentre comme ça dans ces milieux-là, mais après, on a une démarche vraiment très grassroots. Je ne sais pas comment le traduire en français, ce terme-là, mais vous êtes peut-être... vous connaissez peut-être... Quand on fait des projets, par exemple, je ne sais pas grassroots en français, qu'est-ce que ça serait, mais c'est très, très mobilisation de la base. C'est vraiment du bottom-top, si on veut. Après, je dirais j'ai le goût de rebondir sur quelque chose que Clément disait. Là. Je pense qu'il y a quelque chose de... Ça demande un peu peut-être d'énergie, puis des fois un petit peu d'abnégation, mais de commencer à devenir le visage, à personnaliser, personnifier un projet, un organisme, etc. Inévitablement, ça a des retombées positives. Moi, me promener dans Limoilou, là, c'est un chemin de croix. Là. Je veux dire, je vais 2 coins de rue, puis ça me prend 45 minutes. On finit par connaître le monde. Clément, tu dois être le gars du festif à Baie-Saint-Paul. Un peu comme j'ai pas de nom. C'est ça, c'est le gars du festif. Mais après ça, ça te permet justement d'aller aider Claude à préparer son feu en attendant que Jean Cormier vienne faire un show dans votre van chauffée. D'ailleurs, le show de Marjo, c'était chez ma famille, ma belle famille, à Saint-Joseph-de-la-Rive. Là, était venue. Ouais. Ça, c'est fou, cette initiative-là. C'est vraiment crazy. Mais au final, je m'en vais un petit peu partout parce que j'ai le goût de rebondir sur plein d'affaires qui ont été dites. Mais je vais te ramener parce que il nous reste 10 minutes. Mais au final, pour moi, un projet, c'est un projet par et pour. Fait que le fait qu'il aille ou pas de rayonnement médiatique, c'est peut-être pas mon enjeu principal. Au final, ce qu'on veut, c'est bâtir un projet avec les usagers, les usagères de l'espace, les utilisateurs, utilisatrices, etc. Quand on fait une cour d'école primaire, on le fait avec les classes. Là, fait que le fait qu'il soit couvert ou non médiatiquement, pour moi, l'important, c'est que la portée elle soit vécue par les personnes, justement, qui investissent et qui vivent ce milieu-là. Fait que oui, on a peut-être peu d'espace médiatique. Nature Québec, c'est surtout un organisme coaliseur. Là. Par exemple, la coalition pour la COP 15, elle a été créée notamment à l'initiative de Nature Québec. Fait que nous, on essaie d'avoir une incidence positive dans les milieux où on s'insère d'abord et avant tout. Écoutez, on a parlé beaucoup du positif des projets, mais tout projet amène des opposants. Ouais. Comment on gère ça, les opposants? Clément, je sais qu'on ne peut pas faire de festival sans faire de trafic, sans faire du bruit. À Montréal, on entend souvent les gens de Saint-Lambert. Quand on parle de festival, c'est souvent ce qui vient en premier lieu. Il y a eu après ça, Saint-Tite a eu des problèmes avec le droit des animaux. Il y a toujours des opposants dans un projet qui prend de la place comme ça. Je suis curieux de t'entendre. Après ça, on va aller aux 2 autres. Oui, si tu m'avais parlé il y a 2 ans, l'année passée, j'aurais dit on a réglé ça, tout le monde nous appuie. Puis depuis cette année, on a eu à vivre avec une nouvelle vague d'opposants. Puis on s'est posé la question aussi, là, comment
comment gérer ça? Parce que c'est très. Tu sais, un festival, des fois, c'est qu'il y a des frustrations très personnelles à chaque personne. Donc, tu sais, comment régler ces frustrations-là sans nécessairement régler leurs problèmes, parce que des fois, c'est des problèmes qui ne s'arrêtent pas. Tu sais. De la musique, ça fait du bruit, donc on ne peut pas le régler. Mais là, nous, on va faire une consultation publique au mois de janvier avec la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, on a demandé à la ville de venir avec nous pour pas que les gens pensent qu'on fait nos affaires de notre bord. On est encadré avec la municipalité, donc le maire va être là. On fait une consultation, on écoute les gens, puis on va créer éventuellement un comité citoyen qui va être en grande partie composé d'opposants. Donc, on leur donne on les écoute, on leur donne une voix, puis on regarde avec eux comment on est en mesure de régler une partie des problèmes, mais déjà de leur permettre de s'exprimer puis de les mettre autour d'une table. Ça peut régler une partie du problème, parce que des fois, c'est dans la perception. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on a les clés de la ville, exemple. C'est quelque chose qu'on entend chez les opposants. Donc, justement, de s'allier avec la ville, montrer que la ville nous encadre et disent pas oui à tout ce qu'on dit, ça règle déjà une première perception. Puis de les écouter, de les mettre autour d'une table, ça règle la perception que les gens pensent qu'on s'en fout puis qu'on est au-dessus de nos affaires. Donc, nous, c'est les manières qu'on gère le problème de notre côté. Là. Mais comme je disais, il va rester des opposants puis des gens qui ne viendront pas autour de la table, qui ne viendront pas à la consultation. Puis ça, à un moment donné, dans n'importe quel organisme, il faut que tu saches où mettre ton énergie. Puis j'ai décidé, après 14 ans, de mettre mon énergie sur les gens qui sont constructifs. Ouais, tu fais bien. Comment on peut avoir des opposants à un verdissement d'une cour d'école, Nicolas? Croyez-le ou non, on peut, mais... Je suis curieux, oui, croyez-le ou non, oui, vas-y. Mais je dirais que, mettons, dans les projets vraiment de verdissement en milieu urbain, la plupart des oppositions, c'est généralement relatif à des conflits d'usage de l'espace. Par exemple, si tu veux verdir un CHSLD, tout le monde est d'accord qu'il faut que les personnes aînées aient accès à une nature de proximité, que dans une perspective de santé humaine, c'est important, qu'il faut pallier au déficit nature. Mais si on touche au stationnement, c'est drôle, des fois, il se passe quelque chose quand même. On est par exemple, dans les ruelles vertes. Tout le monde est d'accord qu'il faut verdir les abords de la ruelle, etc. Il faut rendre le milieu plus sécuritaire pour le jeu des enfants, plus convivial pour la rencontre entre voisins. Mais si on parle de, par exemple, bloquer une ou deux des 3, 4 issues d'une ruelle, là, des fois, ça peut échauffer un peu les esprits. Je dirais que nous, la perspective chez Nature Québec, c'est vraiment d'essayer de s'orienter au maximum vers les aspects consensuels dans les projets. C'est sûr que nous, on a des invariables. Il faut nécessairement qu'il y ait du verdissement, de la végétalisation. Il faut qu'il y ait une augmentation de l'indice de canopée puis du couvert arboré. Après, on est capable quand même un petit peu de jouer autour de ça. Dans les ruelles vertes aussi, évidemment, c'est des gens qui font des projets avec leurs voisins. Dans une optique de bon voisinage, on se refuserait nécessairement à faire des projets qui risquent de monter les voisins et les voisines les unes contre les autres. Dans une cour d'école, je te dirais, l'enjeu principal, c'est par exemple en milieu urbain, la petitesse des cours d'école fait en sorte que c'est difficile de penser à implanter, par exemple, une forêt nourricière si c'est pour déplacer les modules de jeu ou des espaces de jeu. Donc, il faut essayer ce n'est pas des oppositions fermes. Puis il faut aussi, peut-être comme Clément, essayer de mesurer quelles sont les oppositions fermes et potentiellement irrationnelles, puis quelles sont les oppositions circonstancielles. C'est par exemple, là, si tu t'essayes une fois, 2 fois avec une personne, puis tu te dis, même quand je fais un effort, ça ne chemine pas, mais c'est malheureux, mais des fois, pour éviter des situations extrêmement énergivores et chronophages, parfois, il faut un peu en prendre puis en laisser. Mais tout ça pour dire que dans le milieu du verdissement, les oppositions, c'est surtout les conflits d'usage. Puis ils sont généralement réglables. Il nous reste peu de temps. Isabelle, je vais aborder quelque chose d'autre avec toi. Je te garde pour la fin. Tu as parlé du milieu entrepreneurial. Moi, je veux parler du réseau personnel. À quel point le réseautage, à quel point vos réseaux, à quel point les gens que vous connaissez. Puis Clément, tu vas pouvoir rebondir aussi parce que je sais qu'il y a un élément vraiment vital là-dedans aussi. À quel point votre réseau personnel, comme leader de projet, va avoir une différence, va avoir un rôle dans la mobilisation autour de vous. Ça change absolument tout. C'est les fondements. Ma carrière au complet, moi, je l'ai bâtie là-dessus. Et pourquoi ça a fonctionné jusqu'à maintenant, même si ce n'est pas parfait, là, puis que j'ai encore beaucoup à apprendre là-dedans, c'est parce que j'ai toujours donné avant de demander. Mais quand c'est le temps de demander, je suis capable de le faire.
parce que j'ai toujours donné, faut que tu sois authentique quand tu fais ça. Là. Je suis loin d'être parfaite, là, mais je veux dire, si je m'investis dans quelque chose puis j'offre mon aide à quelqu'un qui me dit hey, ben moi, je suis nouveau dans ce réseau-là, tu peux-tu m'aider ou je peux-tu? C'est oui, puis il faut que tu le fasses pour vrai. Il ne faut pas que tu le fasses intéresser pour toi pour te mettre en lumière, il faut que tu pousses les autres en lumière en premier. Puis ça, c'est sûr que ça te revient. Donc maintenant, je peux lever le téléphone puis demander de l'aide au maire de Québec. Puis je peux demander de l'aide à Sophie Brochu, mais puis je le fais et je le demande. Et ça aussi, il faut le faire. Donc, le réseau personnel, il faut le développer en s'offrant pour pousser le monde en avant. Puis après ça, il ne faut pas avoir peur de demander quand on est rendu à ça. Donc, puis toujours en ayant la conversation de l'autre, bien évidemment. Ah, j'aime ça. Clément, toi, chez vous, ton réseau personnel, maintenant que tu connais 2000 personnes de plus. Ouais, tu sais, c'est sûr, évidemment. Puis je dis en région, là, nous, c'est 7000 personnes, mais Saint-Paul, là, fait que c'est d'autant plus important. Il y a souvent, à tort, le syndrome un peu il vient pas d'ici, lui, il débarque de Montréal, puis il veut faire une affaire, non. Fait qu'il y a beaucoup de gens, des fois. C'est quoi ça, à Rimouski? Ça me fait ça. Ouais. Sûrement, mais c'est un couteau à double tranchant parce qu'à un moment donné, il faut réussir à élever l'organisme au-delà de la personne. Là. Nous, le festif, là, maintenant, c'est encore associé à moi, mais ça l'a tellement été que des fois, là, après ça, j'essayais de me dégager des responsabilités, approcher des commanditaires, je donnais ça à quelqu'un d'autre, puis la personne disait tu diras à Clément de me rappeler. Fait qu'à un moment donné aussi, il faut réussir à ce que l'organisme ne dépende pas de mon réseau personnel, puis de mon nom, puis de ma face. Puis parce que peut-être que je vais partir un jour, puis si on colle trop le festif à Clément Turgeon, mais quand je pars, ça peut créer des problèmes. Là. Fait que, je trouve que c'est très, très important et essentiel, mais il faut trouver une manière de s'élever à un moment donné au-dessus d'une personne. Là. Avant de quitter, si vous aviez un conseil à donner au niveau de la mobilisation, ce serait quoi, Nicolas? Pour moi, c'est nécessairement que les projets passent toujours par une mobilisation en amont, grassroots sur le terrain, des principaux et principales intéressés, puis personne impactée par le projet. C'est absolument crucial. S'il faut qu'il y ait un seul groupe de personnes autour de la table, c'est les personnes qui sont le plus susceptibles de profiter ou de souffrir d'un projet s'il est mauvais. Donc, vraiment, ça serait ça mon principal. Clément? Je suis en train de lire... Je suis en train de lire un truc de Isabelle, fait que je vais laisser Isabelle répondre avant moi. Tu répondras après. Je vais recevoir ta balle, Clément, je la prends, merci. Moi, mon conseil, il est sur l'authenticité, la vulnérabilité, puis c'est des choses qui sont un peu galvaudées, là, mais dans la vraie vie, là, ça marche pour vrai, ça. À la seconde où est-ce que vous commencez à sortir des cassettes où vous avez l'impression que la personne devant qui vous vous tenez, là, c'est donc bien important, puis c'est un être humain comme vous. Si votre discours est authentique, c'est ce que vous allez chercher, c'est vrai. Peut-être que ça ne marchera pas sur le coup, mais faites confiance à la vie, ça va fonctionner. Tant que vous êtes authentique, puis vous faites attention à vos conversations, c'est sûr que ça va marcher. Très beau conseil. Ouais. Puis moi, je dirais de rester fidèle à ses valeurs, c'est vraiment extrêmement important. Puis le festif, on est passé de 1000 à 50 000 personnes, on a eu une progression extrême. Puis ça aurait été facile de mettre de côté nos valeurs justement de proximité, d'implication et tout ça, puis de se dire go big, allons-y. Puis ce qui nous a toujours permis de gagner, puis de convaincre des commanditaires, de convaincre tout le monde, c'est qu'on a toujours été fidèles à nos valeurs. Fait que ça, je pense que c'est important. Puis quand vous créez votre organisme, de vous faire justement cette fameuse charte des valeurs, là, mais d'y retourner tout le temps, puis vous rappeler que c'est pour ça que vous avez parti ce projet-là. Merci, gros merci à vous trois. J'avais bien hâte à cette rencontre-là, puis je suis très, très content aussi. Les merci défilent dans le chat, là, je ne suis pas surpris. Là. Merci de votre authenticité et de votre générosité, surtout d'avoir passé une petite heure avec nous ce matin. Je remercie tous les gens qui sont présents. Comme je vous dis, on revient en février avec d'autres rendez-vous, d'autres activités. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée, des joyeuses fêtes. Profitez-en pour vous reposer, parce que vous allez en avoir de besoin. Les défis vous attendent en janvier. Sur ce, j'espère vous revoir prochainement dans une autre de nos activités. Bye-bye. Merci tout le monde. Merci beaucoup à tout le monde de nous avoir accueillis et écoutés. C'est super apprécié. Merci. Une bonne fin de semaine à vous tous et toutes. Puisque vous avez visionné notre vidéo jusqu'à la toute fin,
nous vous invitons à visiter notre compte YouTube pour du nouveau contenu à tous les mois. Nous créons des capsules avec des personnes inspirantes pour rapprocher, inspirer et informer les gestionnaires d'OBNL de tous les milieux.